Alors on va avoir deux intervenants ce soir. Donc on va d'abord, enfin non, pas d'abord. On va d'abord entendre Camille Rollin, qui est directrice de programme ACT au sein de la fondation Race for Water. Et puis ensuite on entendra donc Marco Simeoni, qui est donc le fondateur de la fondation. On dit comme ça, hein, oui, le fondateur de la fondation, et son président. Et j'imagine que vous avez déjà tous vu le magnifique bateau qui est taqué à Papeete, et je pense qu'ils vont nous en parler un petit peu, et de ce qu'ils font avec ce bateau. Bien le bonsoir. Alors moi je vais déjà commencer par prendre une photo pour nos réseaux sociaux. Donc je vous propose de lever la main et faire un waouh. Voilà, magnifique, super. T'as vu Franck, hein? Super. Hein? Oui, donc je me présente rapidement, Simeoni Marco, je suis le fondateur de cette fondation Race for Water qui a été créée en 2010. Et puis, comme vous allez le voir tout à l'heure, elle a déjà été très active jusqu'à présent, avec une première odyssée en 2015, un premier tour du monde pour comprendre la problématique des plastiques dans les océans. Et puis là, on est reparti l'année passée, au mois d'avril 2017, pour une nouvelle odyssée de 5 ans. Cette fois, c'est une odyssée où on amène des solutions. On va vous en parler tout de suite. À côté de moi, j'ai Camille Rollin, qui est responsable de la partie... nous, on va aussi vous présenter ça tout à l'heure, mais on a 3 programmes qu'on appelle le Learn Share Act. L'ACT, c'est la partie solution, et donc Camille est active sur cette activité. Je vais laisser la parole à Camille, c'est elle qui va commencer la présentation, et je reprendrai tout à l'heure à peu près au milieu de la présentation. Merci. Bonjour à tous. Alors, Marco en a dit un petit peu, mais donc cette fondation a été créée en 2010 avec comme mission principale la préservation de l'eau et des océans en particulier face à la pollution plastique. Il faut savoir que Marco l'a créé en 2010, il était encore il avait ses sociétés à l'époque, il a décidé de s'y dédier en 2015, mais dès le début, la pollution plastique, c'était un élément une pollution qui voyait déjà croître. Il n'y en avait pas beaucoup qui en parlaient. On était un peu des extraterrestres à l'époque, et on est déjà content de voir qu'aujourd'hui, le sujet il est quand même super médiatisé. Mais nous, vous allez voir, on ne s'attaque pas aux problèmes dans l'océan. Nettoyer avec le bateau, on ne nettoie pas l'océan. Alors parfois, c'est un peu bizarre, puisqu'on a un bateau, les gens pensent que c'est ça qu'on fait, mais non. Pour nous, le combat, il est à terre, et donc notre mission principale, c'est d'empêcher le déchet plastique d'atteindre les océans. Et comment, en développement donc, des nouveaux modèles socio-économiques durables qui permettront donc d'empêcher ces déchets de les atteindre, notamment en incitant à leur collecte. Alors d'abord, on aime bien expliquer, mais bon, je pense que beaucoup de gens le savent, vous êtes des Iliens, donc à quel point l'océan est important. Donc ce qui saute aux yeux en premier, c'est évidemment que c'est une source de nourriture pour une bonne partie de la planète, à savoir la moitié aujourd'hui. Pour les Polynésiens, je pense que c'est 60% de la population. Hein. Je n'imagine pas un poisson cru au lait de coco sans poisson. Ce serait quand même dommage. Mais c'est aussi notre ressource principale en eau. Et c'est également, et ça se sait moins, plus de la moitié de la production de l'oxygène sur la planète. Donc en gros, notre nourriture, notre eau, notre oxygène, sans l'océan, on ne peut pas vivre. Et c'est le cas de la plupart des espèces sur cette planète. Donc il faut à tout prix la préserver. Également pour des raisons économiques, la plus grosse partie du commerce se fait par l'océan. C'est également il a un rôle extrêmement important dans la régulation du climat. Bref, sans l'océan, on ne pourrait pas être sur la planète. Ce qui se passe avec le plastique, ça a été une révolution. Il s'est démocratisé dans les années 50. C'était un matériel robuste, il était flexible, facile à utiliser, léger, il avait plein d'avantages. La seule chose, c'est qu'on est devenu un peu fou dans son usage. Et on voit ici sur ce slide la courbe de croissance de la production mondiale du plastique. Aujourd'hui, on est à 320 millions de tonnes par année. On sait qu'on va produire dans les 10 prochaines années la même quantité de plastique qu'on a produit depuis les années 50. Et le problème, c'est que ce déchet, il met entre 100 et 1000 ans à disparaître.
Donc en fait, il faut à tout prix ralentir parce qu'on est en train de construire des montagnes, d'accumuler des montagnes et des montagnes de déchets plastiques. Et on va voir tout à l'heure qu'il y en a un paquet dont on pourrait se passer. Au niveau de l'impact sur l'océan, on sait aujourd'hui, il y a des estimations qui ont été faites, des analyses scientifiques très poussées sur la quantité de plastique qui se trouve dans l'océan. On estime qu'il y a plus d'un camion de poubelle par minute qui se déverse dans le monde. C'est entre 8 et 12 millions de tonnes par année qui terminent dans les océans. C'est-à-dire qu'actuellement, en poids dans l'océan, pour 1 kg de plastique, on a 5 kg de poisson. Si on ne fait rien, et je pense que vous avez déjà entendu ce chiffre qui vient de la Fondation Ellen MacArthur de McKinsey, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc, il faut à tout prix faire quelque chose. En 2015, comme le disait Marco tout à l'heure, on a fait une première expédition. Là, l'idée, c'était vraiment de comprendre le problème et de voir le niveau de pollution. Un des moyens d'analyser la quantité de plastique, la densité de plastique qu'il peut y avoir sur une zone, c'est d'analyser les plages. Donc on est allé dans ces fameux gyres de plastique, les vortex, les îles de plastique dont on parle, et on a analysé certaines plages qui se trouvaient sur les îles qui sont au cœur de ces zones. Alors première chose, on n'a pas vu d'îles de plastique. Et d'ailleurs, en y réfléchissant tous, si elles existaient, on aurait vu bien plus de photos et de films aujourd'hui, vu la quantité de moyens de communication et dont on dispose. Elles n'existent pas. Ce qui existe, c'est une soupe de plastique, une grosse partie en volume, c'est de la microplastique, et en plus, ce qui est en surface représente qu'1% de ce qu'il y a dans les océans. Il y a effectivement une accumulation. Les gyres et les vortex, ce sont des courants marins principaux qui vont attirer ces déchets, mais dans leur voyage, ils vont se fragmenter avec les effets du soleil, une bonne partie va couler, se trouver entre deux eaux. Bref, pour nous, le combat, encore une fois, il n'est pas à terre, d'autant plus que si on ne coupe pas le robinet, on va passer des siècles et des siècles à nettoyer les plages, et c'est sans fin. Du coup, durant cette expédition, nous avons fait 2 protocoles. Et là, on voit des photos d'un des 2 protocoles. L'idée, c'était de qualifier et quantifier les macrodéchets. Donc, sur chaque plage, on délimitait un périmètre de 100 mètres carrés, on collectait ce qu'on y trouvait, et on essayait de voir la provenance, la quantité. On peut voir là qu'il y a de nombreuses morsures d'animaux marins. Quelques chiffres, plus d'1 million d'oiseaux marins meurent chaque année du plastique. Chaque semaine, on entend parler d'une baleine, qui est quand même le plus grand mammifère marin au monde, qui s'échoue sur une plage parce qu'elle a l'estomac rempli de plastique. Mais les microparticules, c'est en plus elles peuvent atteindre le phytoplancton qui produit notre oxygène. Donc en fait, ça a un impact sur du plus petit micro-organisme au plus grand mammifère marin. Et un animal qui meurt du plastique, donc il meurt étranglé ou il meurt de faim, parce que son estomac est rempli, mais ça ne nourrit pas. Et le plastique si robuste, en fait, le corps va se détériorer, mais le plastique peut tuer d'autres animaux. Le même morceau de plastique va tuer d'autres animaux. Pour les microplastiques, ce qu'on a fait, c'est un protocole très connu de la NOAA, et en gros, on délimitait un quadrat de 50 cm², 25 cm², 10 cm de profondeur, et on a tout simplement tamisé le sable pour remplir ces flacons de 150 ml. Le pire qu'on a pu voir, c'est donc au milieu du gyre Pacifique Nord, le plus densément pollué, où se trouve Hawaï, qui est quand même une île qui a les moyens de gérer ses déchets, qui est une île qui a les moyens de nettoyer très souvent, mais Camilo Beach est une plage exposée à des courants qui malheureusement amènent des quantités astronomiques. Sur une toute petite superficie, donc le quadrat qu'il y avait tout à l'heure, on a pu remplir 9 flacons comme ça, sur un carré de 25 cm², 10 cm de profondeur. Deuxième résultat le pire, île de Pâques, île la plus isolée de la planète, 145 km², 6 000 habitants, 100 000 touristes par an. Ce n'est pas eux qui sont à la source de la pollution qui leur arrive tous les jours sur les côtes. On en a rempli 5. Et je ne sais pas si vous y êtes allé. À Nakena, moi, la première fois, il y a 3 ans, je ne connaissais pas, je n'avais pas encore conscience de toute cette problématique. Je n'ai pas trop fait gaffe. Mais en y retournant, là, il y a un mois, je me suis dit, mais comment je n'ai pas vu? C'est vraiment impressionnant. Des pépites fluo partout. On pourrait croire que c'est des coquillages, mais non, c'est bien du microplastique. Le problème, en plus de pouvoir
bien sûr étrangler, mourir de faim. Il y a un autre souci, c'est que le plastique, on va voir après, il attire aussi des contaminants. On a fait, avec donc, tous les échantillons qu'on a récoltés, on avait des accords avec plusieurs universités afin d'analyser leur impact, et notamment avec l'université de Bordeaux, l'idée c'était de donner à manger des microparticules à des larves de poissons. Eh bien, les conséquences, mortalité, infertilité, malformation et un impact sur le gène. Donc en fait, on est en train de vider nos océans avec les microplastiques. Je parlais des contaminants tout à l'heure, il faut savoir que le plastique, il attire comme une éponge les contaminants qui se trouvent dans son environnement, notamment l'eau, qui malheureusement contient des pesticides, contient des hydrocarbures. Ça veut dire que chaque pépite est une microbombe toxique qui va être ingérée donc par plusieurs organismes, plusieurs animaux, avec en haut de la chaîne l'être humain. Donc il en reste encore beaucoup de choses à faire pour connaître mieux ces impacts, évidemment, mais il y a quand même peu de chances que ce ne soit pas un gros impact sur notre santé. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a retrouvé des microplastiques dans l'eau du robinet de nombreux pays du monde, l'eau en bouteille, le sel de cuisine, l'air qu'on respire. Donc déjà, il est partout. Donc je vois vos têtes, c'est pas hyper réjouissant. Mais il y a plein de choses à faire. La seule chose, c'est qu'il faut un peu se coordonner et puis se mettre en marche, quoi. C'est l'idée de cette nouvelle expédition. Donc je vais vous présenter un petit film, histoire de relâcher un peu les mauvaises nouvelles, tout ça. Et après, on va parler de tout ce qu'on peut faire.
ambition est de promouvoir des solutions novatrices pour combattre la pollution des océans, étudier scientifiquement les écosystèmes affectés, accélérer la transition énergétique et sensibiliser la jeune génération. Cette expédition ambitieuse démontre qu'alimenter un bateau uniquement avec le soleil, l'eau et le vent n'est plus de l'ordre de la fiction, mais bien d'une réalité. Nous avons développé une nouvelle génération de kayaks de traction puissants avec l'aide de notre partenaire SkySensios. Il nous appartient aujourd'hui de faire le choix de la transition des énergies fossiles vers des énergies propres et infinies. Cette odyssée est aussi la vôtre. Engagez-vous à nos côtés. Aidez-nous à innover. Avec vos soutiens, protégeons l'odyssée. Alors, cette nouvelle Odyssée, on a eu la chance d'avoir reçu un bateau exceptionnel en 2015. Marco racontera tout à l'heure son histoire. Donc, bien sûr, on peut voir clairement qu'il fonctionne aux énergies solaires, mais vous allez voir que ce n'est pas seulement ça, on utilise le vent également et l'eau. Mais ce bateau, c'est surtout notre ambassadeur, c'est surtout un moyen d'attirer l'attention des gens qui peuvent décider, des gens qui peuvent faire changer les choses. Et il est très grand, il permet d'accueillir du monde, donc vous allez voir qu'on fait aussi beaucoup de sensibilisation à bord, donc pour la préservation des océans. Et du coup, il nous permet de développer les fameuses 3 gouttes, le learn, le share, le act. Le learn, c'est d'appuyer la science, puisque comme je le disais tout à l'heure, il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur l'impact de cette pollution marine par les plastiques. Le share, c'est vraiment partager, c'est sensibiliser, que ce soit avec les jeunes, mais également avec les gouvernements, avec les entreprises, parce qu'il faut tous qu'on s'y mette, les consommateurs également. Et donc la goutte ACT, dont Marco parlera tout à l'heure, qui sont vraiment là, c'est passer à l'action des projets, des solutions de valorisation de ces déchets plastiques pour éviter qu'ils atteignent l'eau. Alors rapidement, la science, on continue à en faire avec ce bateau. Nous ne sommes pas scientifiques, on a une responsable scientifique dans l'équipe, mais l'idée c'est d'accueillir des missions en lien avec notre problématique. On a notamment beaucoup travaillé l'année dernière et un peu cette année avec JPI Ocean, qui est un consortium européen qui a une grosse partie dédiée à la problématique plastique. Donc il y a eu une mission aux Bermudes, il y a eu une mission en Guadeloupe et il y a également une mission à Cuba où là pour le coup c'était assez génial parce qu'on a eu la chance de pouvoir faire collaborer JPI Ocean avec des scientifiques cubains. Il n'y avait jamais eu d'analyse des eaux cubaines sur la problématique des microplastiques. Ils n'en avaient pas trop entendu parler et du coup on a hâte de connaître les résultats. Alors bon, la science prend un peu du temps, je pense que vous le savez. Donc du coup les résultats on les aura dans plusieurs mois ou une année ou deux. Mais donc voilà ce qu'on a fait avec JPI Ocean et on espère pouvoir refaire des missions avec eux. Là, ça vous concerne peut-être un peu plus, en tout cas, entre Concepción et la Polynésie, l'équipage a fait des prélèvements réguliers avec un filet manta, donc d'eau. Et l'idée, c'est d'analyser la plastisphère, parce qu'en fait, tout un écosystème se crée autour du plastique. Et donc, on aimerait bien savoir quelles sont ces nouvelles bébêtes, comment elles interagissent entre elles, comment elles interagissent avec l'environnement marin. Et donc, c'est ce qui va être étudié donc avec la Royal Netherlands Institute for Sea Research. Comme je le disais, on accorde encore beaucoup d'importance à l'éducation. On en a fait pas mal en 2015, on continue. Chaque personne qui rentre sur ce bateau repart, et puis vous aussi vous allez repartir, avec des éco-gestes, des choses qu'on peut faire à notre échelle, et puis de prendre conscience du pouvoir qu'on a en tant que consommateur pour faire changer les comportements. Donc aujourd'hui, après 1 an et demi d'Odyssée, on a accueilli près de 3000 enfants. Juste sur la Guadeloupe, sur la Guadeloupe. Vous voyez, je me mélange. Sur la Polynésie, on va faire 22 classes. On ne peut pas accueillir tout le monde. Donc on a envoyé pas mal de gens qui demandaient de venir sur le bateau ici ce soir.
Mais donc on essaie de faire un maximum avec les enfants qui sont les meilleurs messagers, qui font passer le mot avec à leurs parents, à leurs copains. Donc voilà, et ils sont surtout super réceptifs. Et on espère semer des graines qui resteront et qui germeront pour un futur proche meilleur. Les fameux éco-gestes, donc je pense que vous avez déjà entendu parler des 3 R. Ben nous, on en a 5. Parce que la meilleure réponse à cette problématique aujourd'hui, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on parle de volume, c'est de réduire le gisement de déchets plastiques qu'on produit chaque jour. Et réduire, c'est plusieurs choses. C'est en tant que consommateur refuser certains plastiques inutiles, comme les sacs, les pailles, les couverts en plastique, les gobelets. On s'en passait il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a des alternatives. C'est interdire. Donc c'est pour ça qu'on reçoit aussi des gouvernements. Il y a de plus en plus de pays qui interdisent le sac plastique. Je sais que ça va arriver ici en 2019. Il faut aller plus loin. Donc on rencontre beaucoup de présidents, congressistes, des hommes de loi pour pousser pour plus d'actions législatives. Refuser, réduire, réutiliser. À partir du moment où parfois on n'a pas le choix, et ben dans ce cas-là, prolonger la vie de ce produit qui a demandé énormément d'énergie pour être produit. Et par exemple, un sac, sa moyenne de vie, c'est 20 minutes. Une paille, c'est encore moins. Et aujourd'hui, ça sert de décoration dans des cocktails. C'est un peu problématique quand on sait le temps que ça prend à se détériorer dans l'environnement. Réparer ce qui peut l'être. On vit dans une société où on achète, on jette. En fait, il y a plein de choses qui peuvent se réparer. Donc, continuer à pousser pour plus de... Et il y a ça revient, il y a de plus en plus d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Et recycler, bien sûr. Et recycler, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire l'effort du tri, parce que le recyclage, il demande un tri. Et si on le fait mal, si on ne le fait pas, ben, ça finit chez vous, ça finit en décharge. Donc c'est un peu dommage, sachant que on a visité aujourd'hui des infrastructures, vous avez la possibilité de trier et d'envoyer au recyclage beaucoup de matériaux. Et pour les plastiques, les bouteilles en plastique et le plastique dur, je pense que vous savez. Alors je sais que ce n'est pas toutes les communes, je sais que ce n'est pas si simple, mais ça existe en tout cas sur l'île et il faut faire cet effort citoyen qui permet vraiment de réduire la problématique. Et ensuite, ben, bien sûr, rien jeter dans la rue, dans la nature, dans les toilettes. Vous imaginez pas le nombre de cotons-tiges qu'on trouve sur les plages. Je ne crois pas avoir déjà vu quelqu'un se laver les oreilles sur la plage. Donc c'est bien que les gens le mettent dans les toilettes et ben, ça passe les filtres, les stations d'épuration et puis hop. Et je ne sais pas si vous avez vu les images de l'hippocampe avec le coton-tige accroché à sa queue, mais bon bref. Donc, et puis les femmes, malheureusement, il ne faut rien mettre de notre hygiène féminin dans les toilettes non plus, parce que voilà, c'est du plastique aussi. Les mégots de cigarettes, on n'en parle pas. Un mégot à lui tout seul pollue 500 litres d'eau, donc il faut tout simplement pas faire ce geste, c'est très polluant. Et on en retrouve aussi énormément sur les plages, dans l'eau, c'est une catastrophe. Les sacs réutilisables, enfin toutes ces choses-là. Une gourde, vous avez la chance d'avoir pas mal d'endroits à Tahiti où vous avez de l'eau potable chez vous. Il y a pas mal d'endroits dans le monde où il n'y a pas. Ici, il y a, donc il ne faut pas hésiter à prendre des gourdes et à les remplir et arrêter d'acheter des bouteilles d'eau, en fait, parce que ça s'accumule et j'en ai vu pas mal au centre de tri. Mais en fait, on pourrait s'en passer pas mal de fois. Donc voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Marco, parce que comme je le disais, il faut des nouvelles lois, il faut que les gouvernements interdisent certains produits, incitent les industriels peut-être à utiliser plus de produits recyclables, à repenser leur façon de concevoir aussi. Il faut que le consommateur change ses comportements, il faut qu'il incite aussi les supermarchés, les industries à changer leur comportement. Mais malheureusement, on est face à une urgence qui est quand même énorme. On a déjà un gisement gigantesque. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de solution durable de gestion de ces déchets. Et donc c'est là que nous rentrons en action aussi. Merci Camille. Effectivement, l'idéal, ça serait de pouvoir diminuer les plastiques, ça serait de pouvoir avoir des produits alternatifs, de pouvoir des plastiques qui se dégradent, des bioplastiques. Ça serait de changer les lois, changer nos comportements. Ça me faisait penser tout à l'heure, 35% de la production mondiale aujourd'hui de plastique est consacrée à de l'emballage. On suremballe tout.
Comme elle disait Camille tout à l'heure, la durée de vie d'un produit et d'un emballage, une fois qu'il a été ouvert, il n'est même pas de 20 minutes, donc on est dans des aberrations totales. Et donc beaucoup de choses à changer en amont. Par contre, la réalité aujourd'hui, on a des montagnes et des montagnes de déchets, comme vous avez pu le voir aussi dans le petit clip vidéo. Et pour ça, il faut des solutions pour pouvoir en tout cas traiter très rapidement tous ces plastiques avant qu'ils arrivent dans l'eau. Donc voilà. Vous avez en face de vous le modèle économique que la Fondation souhaite appliquer, mettre en place. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée justement en 2015 lors de la première expédition. J'étais à Rio. Le soir, en train d'écouter un groupe musical à l'extérieur, et je buvais une bière dans une canette d'aluminium. À côté de moi, j'avais une personne qui me regardait, et je ne comprenais pas trop ce qu'elle me voulait, puis je la connaissais pas, et voilà, j'ai compris qu'elle attendait que je finisse ma canette de bière pour pouvoir récupérer l'aluminium. Et là, je me suis dit, mais c'est absolument génial, si on pouvait faire la même chose avec le plastique, on n'aurait plus de plastique dans la rue, dans la nature et donc dans les océans. Et c'est là que j'ai commencé à avoir toute une réflexion. Donc je me suis déjà renseigné pour comprendre un petit peu comment ça se passe à Rio. À Rio, le ramassage par ce qu'on appelle les collecteurs de rue des canettes d'aluminium donne du travail à 150 000 personnes. Alors, ils ne gagnent pas énormément, mais ils gagnent 2, 3, 4 euros par jour en ramassant cet aluminium. Et voilà, donc je me suis dit, il faut absolument arriver à mettre en place un modèle économique qui permette, qui donne cette envie à ces collecteurs de rue d'aussi ramasser les plastiques, puisqu'aujourd'hui, ils ne le ramassent pas, puisqu'il n'y a pas de filière ou très peu de filière, il n'a pas de valeur. Donc il le laisse à côté. La baie de Rio, c'est 5 tonnes de plastique qui finissent dans la baie de Rio chaque jour, pour vous dire. Et après, ça part dans les océans. Donc, ouais. Donc juste, on va sur ce modèle. Donc sur la gauche, vous trouvez cette partie de valorisation. De payer les collecteurs de rue pour qu'ils ramassent ces déchets. Sur la partie centrale, on va en parler tout à l'heure, le traitement, la valorisation des plastiques en énergie, parce que le plastique est très kilocalorifique. Et puis, ce plastique-là, une fois qu'il a été transformé en énergie, il peut être transformé donc, en électricité et être vendu. Là, on a un petit clip aussi, très sympa, qui vous présente ça. Il faut agir à terre avant que les déchets n'atteignent. En plus d'encourager à réduire le volume des déchets et à recycler ceux qui peuvent l'être, Race for Water propose d'implémenter de nouveaux modèles sociaux et économiques incitant à la collecte en donnant de la valeur aux déchets plastiques. Ces déchets sont le problème, mais peuvent faire partie de la solution. Notre proposition ? Transformer les déchets plastiques en électricité. Endiguer le flot de plastique est possible en travaillant avec les organisations locales sur des programmes incitatifs de collecte. Les populations sont ainsi directement impliquées, sensibilisées et profitent de la création de valeur et d'emplois. Mais comment donner de la valeur à ces déchets ? La pyrolyse à haute température est une technologie de pointe qui récupère le haut pouvoir calorifique contenu dans la plupart des plastiques, dont certains non recyclables. Les plastiques ne sont pas brûlés, mais chauffés électriquement jusqu'à rompre la chaîne de polymères qui les compose. On obtient alors un gaz de synthèse appelé syngas. Ce gaz est ensuite nettoyé de tout contaminant afin de garantir une production d'électricité soucieuse de l'environnement. L'électricité peut enfin être vendue et alimenter le réseau ou directement un consommateur d'énergie. Le système compact de l'air est fabriqué en containers pour être implémenté rapidement sur des sites hautement contaminés et proches de la population, limitant les difficultés de logistique et de transport. Il favorise ainsi une gestion des déchets et une production énergétique
décentralisée qui répond aux besoins de milliers de personnes, tout en générant des impacts environnementaux, sociaux et économiques durables. Ensemble, nous pouvons agir contre la pollution plastique et préserver l'environnement. Rejoignez-nous. Voilà, donc 2015, l'histoire de la canette. Donc là, comment trouver un modèle qui ressemble un peu à ce modèle de la canette d'aluminium. Donc, voilà, c'est trouver une technologie qui permette de transformer ces déchets plastiques en énergie. Donc, de retour à la fondation, je demande à nos ingénieurs, je leur donne un cahier des charges qui est assez simple, mais très compliqué dans la pratique. Je leur dis, ben voilà, moi je veux une boîte noire. Dans cette boîte noire, j'aimerais pouvoir enfiler tous les types de polymères. Et puis j'aimerais qu'en sortie, on puisse avoir de l'énergie. Et tout ça sous forme de conteneurs, puisque je souhaite pouvoir déployer très rapidement ce type d'installation. Et là, beaucoup de travail pour comprendre déjà qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui comme technologie sur notre planète de valorisation des plastiques. Et on a commencé à étudier les systèmes d'abord de pyrolyse. Donc la pyrolyse, c'est ce que vous voyez au centre, des systèmes qui chauffent les plastiques à une température de 300 à 550 degrés. Et une fois que ce plastique est chauffé à cette température, vous retrouvez en sortie de l'huile. Et cette huile-là, on peut imaginer de la réutiliser comme fuel. Malheureusement, c'est un système qui est assez compliqué, puisque déjà en entrée, on ne peut pas mettre comme plastique tous les polymères. C'est essentiellement du polyéthylène et du polypropylène que vous pouvez mettre dans ces systèmes-là. Ensuite, le plastique doit être nettoyé, doit être propre. Donc ça vous coûte énormément en eau douce et en travail de pré-traitement. Le plastique marin, par exemple, ne fonctionne pas dans les systèmes de pyrolyse. Et puis, l'huile en sortie, il est totalement dépendant du mélange de polymères que vous avez en entrée. Ça veut dire qu'il est compliqué d'avoir un fuel qui est de qualité identique. Et des grands industriels comme Suez, Veolia et d'autres ont dépensé des dizaines de millions, voire plus, sur des systèmes de pyrolyse et ne sont jamais arrivés aujourd'hui, en tout cas, à une solution satisfaisante d'un point de vue industriel. Donc, on s'est aperçu qu'il fallait absolument qu'on monte en température. Nous, on travaille sur de la pyrolyse qu'on appelle à haute température, une pyrolyse qui travaille aux alentours des 800 et 850 degrés. Et la grande différence, c'est qu'à cette température-là, vous allez casser les chaînes de molécules des polymères et vous allez faire du gaz synthétique, ce qu'on appelle du syngas. Donc, du coup, vous êtes plus dépendant de la propreté du plastique que vous allez mettre en entrée. Vous pouvez mettre du plastique avec, j'en sais rien, de la moutarde, du ketchup, du sel, des plastiques avec des papiers et autres, puisqu'on travaille à des températures tellement hautes que tout est explosé tous les atomes sont explosés en un gaz synthétique. Et puis aussi une chose importante, c'est qu'avec ce système-là, on peut traiter quasi tous les types de polymères, à l'exception du PVC, puisque le PVC a du chlorure, donc il n'est pas accepté dans ce type de machine parce qu'il est très corrosif. Le PVC, c'est aujourd'hui un sujet très compliqué au niveau de sa transformation. Alors là, vous avez le réacteur. Ce réacteur, comme vous avez pu le voir dans le petit film tout à l'heure, c'est un réacteur qui montait à une température très haute, nos fameux 800 degrés. Par contre, là, vous n'avez pas d'oxygène, donc on n'est pas sous une forme d'incinérateur, on ne brûle pas le déchet, on ne crée pas de CO2 en brûlant, parce que comme on ne brûle pas le déchet, on ne crée pas de CO2. Et donc là, c'est justement toute cette
magie de ce système de pyrolyse. Et vous avez sur votre droite le principe de la vis. C'est une vis qui est portée donc à cette haute température. Et cette vis, elle va pousser le déchet à l'intérieur du réacteur. Et vous allez décider de la température et du temps de cuisson. C'est un petit peu le même principe que la cuisinière qui fait son gâteau. Elle va décider du temps de cuisson et de la température du four. Et ben là, c'est le même principe. Là, vous voyez l'unité sous forme de conteneur. On travaille avec un partenaire qui s'appelle ETIA, c'est une société française. Aujourd'hui, vous trouvez à peu près une dizaine d'entreprises au niveau mondial qui sont sur ce marché de la pyrolyse à haute température. Par contre, ETIA est la seule société qui utilise ce système de Spirajoule, cette vis portée dont vous avez un courant électrique qui traverse cette vis et qui la monte en température. Et c'est les seuls qui ont une technologie qui est intégrée dans des conteneurs. Donc le système de complet, c'est 4 conteneurs de 40 pieds, 4 conteneurs de 20 pieds pour pouvoir, c'est un petit peu comme des Lego pour pouvoir assembler tout ça. On arrive alors, on va pas vous le passer, mais on a aussi un film qui montre l'installation de cette unité. Il faut savoir qu'en 4-5 semaines, elle peut être opérationnelle. Aujourd'hui, on a 3 projets qui sont actuellement en cours. Un projet à Santo Domingo, donc en République dominicaine. Vous avez pu voir aussi tout à l'heure dans le film énormément de déchets plastiques qui flottaient dans une rivière avec des gens extrêmement pauvres qui vivent dans des favelas et qui jettent toutes leurs poubelles, tous leurs déchets dans la rivière. Et le but, c'est d'installer une de ces unités là-bas, dans cette favela d'à peu près 200 000 personnes. Et ça permettrait de résoudre l'entier des problèmes des plastiques. On pourrait payer ces gens-là pour ramasser le plastique et leur fournir de l'électricité, puisque les opérateurs aujourd'hui ne veulent pas aller dans ces favelas. Les gens ne payant pas l'électricité. Donc là, on pourrait leur fournir ce besoin-là. Deuxième projet, on est à Iquitos. Iquitos, c'est au Pérou. C'est à l'origine de l'Amazone, la rivière Amazone, et vous avez une population d'à peu près 400 000 habitants qui habitent là-bas. Une bonne partie habite sur des pilotis, des maisons pilotis, et jettent absolument tous les déchets dans la rivière. Donc la rivière, les déchets vont finir dans les océans. Et ces gens-là, pour pouvoir l'électricité, ils n'ont pas d'opérateur, ils utilisent des génératrices diesel, donc l'électricité coûte extrêmement cher là-bas. Et on peut leur fournir de l'électricité et on peut traiter leur plastique. Et le dernier projet en cours, ce sont vos voisins, les Rapa Nui, anciennement île de Pâques. Et là, on a signé récemment, il y a à peu près un mois de ça, un accord avec le maire et les Rapa Nui pour installer une de ces machines sur l'île. Et on devrait normalement pouvoir produire à peu près 16% de l'électricité de l'île, juste en traitant les déchets principalement plastiques. Donc c'est vraiment intéressant. Il faut juste savoir que chez les Rapa Nui, aujourd'hui, le coût d'électricité, c'est 70 centimes le kilowattheure. 70 centimes, nous on arrive, on le verra tout à l'heure, à produire de l'électricité à peu près à 35 centimes le kilowattheure, donc 2 fois moins cher que la production sur l'île de Pâques avec de l'énergie fossile. Voilà, donc maintenant je vais passer sur les technologies que vous allez trouver sur le bateau.
Un message important, c'est que le but de la Fondation aujourd'hui, c'est de vous montrer, de vous démontrer que les solutions, elles existent, que les technologies, elles existent, et que maintenant, c'est le moment de passer à l'acte, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'utiliser ces nouvelles technologies pour les appliquer dans votre quotidien. Alors le bateau, il a été offert à la Fondation en 2015. Ce bateau, c'est le plus grand catamaran solaire jamais construit. Il a déjà fait un premier tour du monde entre 2010 et 2012, uniquement aux énergies solaires. Et son propriétaire, un richissime allemand, souhaitait donner une deuxième vie, une seconde vie à ce navire. Et il a adoré les activités de la Fondation. Et il a décidé de donner le bateau à la Fondation Race for Water, de manière à ce qu'on puisse relancer ou faire une deuxième odyssée, tout en utilisant donc ce bateau ambassadeur pour pouvoir déployer l'ensemble de nos activités. Alors le bateau avant, comme il fonctionnait uniquement à l'énergie solaire, la difficulté c'est 2 jours sans soleil sur l'océan, et puis les batteries se vident, les moteurs s'arrêtent. Pour la première expédition ou le premier tour du monde avec le bateau, c'était pas trop grave si le bateau avançait pas vite ou était un peu arrêté pendant quelques temps, parce que leur but c'était de démontrer qu'il était possible de faire le tour de la Terre uniquement aux énergies solaires. Mais la Fondation, on est sur un programme, vous avez vu tout à l'heure, un programme de 5 ans, avec des dates d'arrivée à Papeete, avec une date de départ, avec une date d'arrivée aux Jeux Olympiques de Tokyo, une date d'arrivée à l'Expo universelle de Dubaï. Et pour ça, il faut avoir un bateau qui puisse vous garantir la fiabilité et des énergies suffisantes. Alors, on a décidé de rajouter deux énergies complémentaires. La première, c'est l'hydrogène. Quand le bateau est à quai, comme actuellement ici à Papeete, eh ben, il surproduit. Pourquoi il surproduit? Parce qu'une fois que les batteries sont chargées, eh ben, les 500 mètres carrés de panneaux solaires, ben, l'énergie elle est perdue. On a à peu près 8 tonnes de batterie lithium, 4 tonnes par flotteur, et il nous faut à peu près 12 heures pour charger ces 12 heures de soleil pour charger les batteries. Donc maintenant, avant, cette énergie elle était perdue, alors que maintenant elle ne l'est plus, puisqu'on va électrolyser, on va pomper l'eau de mer, on va désaliniser l'eau de mer, on va déioniser l'eau de mer et on va l'électrolyser. On a 2 électrolyseurs à bord du bateau. Électrolyser, ça veut dire quoi? Ça veut dire séparer la molécule d'eau de la molécule d'hydrogène. Donc dans la molécule d'eau, on récupère l'hydrogène. Cet hydrogène est après séché et compressé à 350 bars. Et on a 25 réservoirs d'hydrogène sur le bateau. Donc au total, c'est à peu près 200 litres d'hydrogène quand les réservoirs sont pleins. Et 200 litres d'hydrogène, c'est l'équivalent de à peu près 4 à 5 fois la capacité de stockage de nos batteries. Donc grâce à ça, on a augmenté d'à peu près 6 jours l'autonomie du bateau. Alors après cet hydrogène, il faut le retransformer en électricité. Pour ça, on a ce qu'on appelle des fuel cells, des piles qui font l'effet inverse de l'électrolyseur. Et voilà, donc du coup, on ne perd plus du tout l'énergie solaire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a nos batteries pleines, eh ben, on électrolyse. Et on arrive à augmenter d'une façon importante l'autonomie de notre navire. On a continué. Peut-être revient un petit. Voilà. Donc on a encore un dernier. On utilise le vent. Le vent avec un système de kite. Là aussi, une technologie assez incroyable, développée par une société allemande qui s'appelle SkySails. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 50 millions d'euros de recherche et développement sur cette technologie pour arriver à faire ce qu'on fait aujourd'hui avec notre navire.
C'est un kite de 40 mètres carrés. Le bateau pèse à peu près 100 tonnes. Et avec ce kite de 40 mètres carrés, on lui fait faire une figure de 8 à peu près 150 mètres de haut. Pour pouvoir lui faire la figure du 8, on a ce qu'on appelle un pod qui remplace l'humain qui va être sous le kite. Donc ce pod est commandé par un ordinateur qui se trouve à l'intérieur du bateau. Et le fait de faire un 8 au kite, vous allez créer ce qu'on appelle un vent apparent. Donc le kite, dans son dessin du 8, avance à une vitesse d'à peu près 150 km/h. Crée ce vent apparent. Créons le vent apparent, ça donne une force importante dans le bout de traction. On peut tirer jusqu'à peu près 2 tonnes dans le bout de traction. Et ça vous permet de faire avancer le bateau à une vitesse de 4 à 7 nœuds de vitesse, donc juste de 10 km/h, on va dire en moyenne, uniquement grâce au vent. Alors là, c'est clair qu'il faut que le vent soit dans la même direction que le bateau, ce qu'on appelle du vent portant. Et on a vu que statistiquement, on arrive à utiliser entre 20 et 25% du temps de nos navigations le système de kite. Quand le kite est en fonction, on n'a plus besoin d'utiliser les moteurs électriques. Quand on n'utilise pas les moteurs électriques, on peut électrolyser, donc on peut continuer de fabriquer de l'hydrogène. Donc c'est vraiment la combinaison de ces 3 énergies qui permettent à ce bateau maintenant d'avoir une autonomie énergétique qui est juste exceptionnelle et qui nous permet d'être à l'heure au rendez-vous. Et ce bateau-là, quelque part, vous pouvez l'imaginer comme une île. Puis sur les îles, vous avez du soleil, vous avez du vent et vous avez de l'eau. Et la combinaison de ces 3 énergies peuvent rendre les îles totalement autonomes au niveau énergétique, c'est-à-dire ne plus avoir besoin d'énergie fossile pour fabriquer l'électricité. Je reviens très rapidement chez nos amis Rapa Nui. Nous sommes aussi sur un projet d'autonomie énergétique de l'île des Rapa Nui sur les mêmes principes. On utiliserait aussi un kite, parce que ce système de kite permet aussi de fabriquer de l'électricité avec ce qu'on appelle des power kites, c'est-à-dire des kites stationnaires. Et le fait de faire le 8, on va pouvoir monter le kite à une hauteur de 800 mètres. Pendant que le kite monte, on fabrique de l'électricité. Après, on ramène le kite à peu près à 150 mètres d'altitude. Et on continue ainsi de suite. Quand on ramène le kite, on utilise à peu près 5% de l'énergie produite. Voilà. Là, vous avez sur votre droite en haut les 2 électrolyseurs, donc le système qui permet de séparer la molécule d'oxygène de la molécule d'hydrogène de l'eau. Et puis en bas, vous trouvez les 2 piles, c'est des piles de 30 kW chacune. Peut-être juste revenir, voilà, vous voyez qu'au centre du bateau, vous voyez un rectangle blanc. Ce rectangle blanc, c'est notre caisson qui n'était pas du tout à l'origine du navire. Et c'est dans ce caisson-là que vous allez retrouver nos 25 réservoirs d'hydrogène. Et vous retrouvez aussi les électrolyseurs, les fuel cells et le compresseur. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a réfléchi de manière à pouvoir démonter, poser le caisson à terre, parce que si on a de la maintenance importante à faire au niveau du système d'hydrogène, c'est toujours compliqué de travailler directement sur le bateau. Donc on peut prendre une grue, on pose le caisson, on travaille, et puis après on refixe le caisson sur le navire. À gauche, en bas à gauche, vous avez ce que j'ai appelé tout à l'heure le pod. Le pod, c'est ce qui remplace l'homme qui va border, choquer les écoutes de kite. Et ce pod-là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que il est commandé par un ordinateur de bord et il doit pouvoir réagir à des nanosecondes. Donc il faut des processeurs extrêmement puissants ou très rapides.
Et le signal entre le bateau et le pod doit aussi être très efficace, puisque quand vous êtes à 150 km/h dans une figure de 8 qui se trouve à peu près à 100-150 mètres de l'eau, il suffit de quelques millisecondes de retard sur l'information de prendre le virage, et le kite se retrouve dans l'eau. Et ça a été un des plus grands challenges de cette société SkySails. Ça a été le temps de réaction des processeurs. Et j'en finis avec nos partenaires. Nos partenaires sont absolument essentiels, puisque sans nos partenaires, nous ne pourrions pas réaliser l'ensemble des actions et des activités qu'on vient de vous présenter. Notre partenaire principal, c'est Breguet. Breguet, c'est une marque de montres suisse qui est très engagée sur la protection des océans. Je trouve que c'est très courageux de la part d'une marque de luxe de se positionner sur la problématique des déchets dans les océans. Et donc, ce sont des gens qui, pour nous, sont très importants pour pouvoir mener à bien nos différents projets, plus les autres partenaires que vous trouvez sur cet écran. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Internet. Aussi, on essaye toujours de faire gagner un petit peu d'argent, et vous verrez tout à l'heure, je crois à la sortie, on a quelques goodies qu'on vend, si vous voulez des t-shirts, des casquettes, ce genre de choses là, même type de polo que je porte, vous pouvez les acheter tout à l'heure à la sortie. Et je finis par dire que chaque goutte compte, donc une goutte plus une goutte plus une goutte, on fait un océan, et c'est grâce au changement de comportement, grâce à l'implication de chacun, qu'on va pouvoir changer tout ça. Voilà, je vous remercie infiniment.